je vais commencer par nous présenter successivement. Donc, Julie David, doctorante à l'École nationale des chartes au centre Jean Mabillon. Sa thèse porte sur les origines de la bibliothèque historique de la ville de Paris, sur la période 1871-1918. Elle est également conservatrice territoriale des bibliothèques, actuellement directrice des affaires culturelles de la commune de Villejuif. Pauline Rossi. Pauline Rossi est historienne de l'art. Elle est docteure de l'université Paris-Sorbonne et actuellement chargée d'études au département d'histoire de l'architecture et d'archéologie de la ville de Paris, qu'on appelle aussi DHAAP. Elle est aussi responsable des archives de la commission du Vieux Paris, dont elle nous parlera plus précisément au cours de cette table ronde. Et puis je citerai sa publication aux presses universitaires de Rennes, L'Est parisien, Jeunesse d'une reconquête, 1919-1975, qu'elle a publiée en 2023. Et enfin, Olga Lemagnin, docteur également en histoire de l'art contemporain de l'université Paris 1. Olga est thèse à l'Université Polytechnique des Hauts-de-France et elle est aussi chercheuse associée de la Bibliothèque nationale de France au département des estampes et de la photographie. Quant à moi-même, Claire Danielou, je suis donc conservatrice des bibliothèques et directrice adjointe de la Bibliothèque historique de la ville de Paris, mais également doctorante au même centre Jean Mabillon de l'École nationale des chartes. Alors, je suis très heureuse d'avoir l'occasion ce matin d'introduire cette table ronde dont nous avons eu l'idée en découvrant le thème de cette année des rendez-vous de l'histoire de Blois, la ville, puisque ça nous donne l'occasion donc de nous intéresser à la question de la mémoire urbaine à travers la bibliothèque historique de la ville de Paris et ses acteurs. Je vais commencer par poser quelques repères chronologiques, notamment sur cette bibliothèque dont vous n'êtes sans doute pas tous familiers, et puis ensuite je laisserai cours à nos échanges et aussi en fin d'intervention on gardera évidemment du temps pour vos questions. On fera circuler un micro dans la salle. La bibliothèque historique de la ville de Paris, pour ceux qui ne la connaissent pas, donc, c'est une bibliothèque qui est aujourd'hui située dans le Marais, au 24 rue Pavée, dans l'hôtel Lamoignon. Mais c'est une bibliothèque qui, au regard de l'histoire d'autres bibliothèques, est de création finalement assez récente, puisqu'elle a été fondée en 1871 par Jules Cousin, après l'incendie de l'hôtel de ville de Paris. Elle est d'abord localisée dans l'hôtel Carnavalet. Vous connaissez sans doute le musée d'histoire de Paris Carnavalet. Et donc ce sont d'ailleurs des institutions sœurs, on aura l'occasion d'en reparler. En 1898, un deuxième jalon peut être posé autour de l'installation de la bibliothèque dans l'hôtel Le Pelletier de Saint-Fargeau, là aussi dans le Marais. Et donc c'est une première séparation entre l'institution musée et la bibliothèque. Un autre moment important de ces débuts de l'histoire de la bibliothèque, c'est 1906 et la nomination de Marcel Poët comme directeur. Il va officier pendant une trentaine d'années et donner une impulsion tout à fait particulière à la bibliothèque, ce qui sera un des moments de cette table ronde. Et donc un de ces moments aussi, c'est 1917, quand Marcel Poët change la dénomination et aussi la vocation de la bibliothèque en faisant l'Institut d'histoire, de géographie et d'économie urbaine de la ville de Paris et en donnant donc un souffle tout à fait particulier à cette institution. Et puis pour boucler avec une période qui se rapproche de nous, je voulais donc signaler 1969, c'est l'année où la bibliothèque achève son déménagement dans sa localisation actuelle, l'hôtel Lamoignon. Elle a alors repris son nom initial et donc la vocation a un petit peu changé. Mais donc voilà, c'est cet héritage dont nous allons parler aujourd'hui. Alors, au cours de cette table ronde, on va procéder de manière assez chronologique sur cette histoire, en allant en fait des années 1870-71 jusqu'aux années 20. Et puis on tâchera aussi de vous présenter quelques documents qui sont assez représentatifs des collections de la bibliothèque à cette époque et de la manière dont justement c'est une manière de collecter la mémoire de la ville. Alors,
Peut-être avant de se lancer dans le moment de fondation de la bibliothèque, j'aimerais vous poser comme question ce qu'on peut dire du contexte qui précède la création de la bibliothèque. Pourquoi va-t-on créer une bibliothèque historique de la ville de Paris? Je ne sais pas qui veut commencer. Pauline. Alors, il me semble que c'est moi. Bonjour à tous. Alors, il m'a été confié la lourde tâche de résumer en une slide le pourquoi du comment la création d'une bibliothèque historique, que j'ai voulu résumer à travers 2 documents, un très très beau document qui est conservé à la bibliothèque, et ce n'est qu'un extrait des fameux plans d'expropriation de la ville de Paris, qui résume à lui seul presque l'ampleur des travaux haussmanniens que je vous ai tout de même cartographié de façon assez schématique, je m'en excuse, sur ce plan de Paris où vous voyez les principales grandes percées des 3 grands réseaux haussmanniens, donc cette volonté de permettre la circulation des biens et des personnes au sein de Paris, et qui va provoquer un chamboulement assez titanesque dans la capitale par sa morphologie et par des tracés urbains conséquents. Vous voyez ici 3 jeux de couleurs, jaune, orange, rouge, qui correspondent donc aux travaux de l'administration haussmannienne, en sachant que cette chronologie est longue et qu'elle survit au baron, puisque jusqu'au début du XXe siècle, Paris se lance dans une grande phase de post-haussmannisme aussi, et ces grandes percées vont donc modifier profondément le visage de la capitale, et c'est ce qui va justement faire naître aussi une volonté de voir et de conserver ce que Paris devient et ce qu'il a été. Des travaux sont conduits et on en reparlera un peu plus tard. Théodore Vaquet est un père fondateur de l'archéologie parisienne et il va surveiller, découvrir de nombreux vestiges archéologiques au cours de ses travaux, et c'est aussi cette naissance-là de la reconnaissance des vestiges du vieux Paris, et je ne serai pas plus longue. Est-ce que vous m'entendez? Voilà, et aussi à l'origine de la bibliothèque historique, il y a une organisation administrative. Comme le disait Pauline, à l'époque, vraiment on est dans les conséquences de destruction haussmannienne, et il y a une sorte de mythe de l'invention du vieux Paris romancé, et qui est très présent dans les cercles et dans les esprits, le vieux Paris qu'il faut sauvegarder. Et donc il y a aussi une entreprise administrative et politique qui est créée à dessein, sous l'égide d'Haussmann notamment, avec d'abord la création du service des travaux historiques, qui est dans les années 1860. Donc ce service, en fait, il est composé de 2 parties. La première partie, c'est vraiment de créer des publications, une vaste collection de publications d'ouvrages divers et variés sur l'histoire de Paris. Donc en 1900, cette publication, elle comprend quand même 40 volumes. Hein. C'est assez conséquent, ça s'appelle l'Histoire générale de Paris. Et voilà, c'est vraiment pour essayer de cartographier le vieux Paris. Et c'est quelque chose qui résulte d'une initiative précédente qui avait été lancée par les administrations précédentes, mais sans succès, puisque la tâche était assez vaste finalement. Donc pour gérer cette publication, il y a une sous-commission qui est créée, et puis on fait appel à des savants, des érudits, et donc c'est aussi l'occasion, cette publication, de valoriser des auteurs qui voient leurs travaux publiés à cette occasion. Voilà. Il y a de nombreux volumes, donc vous pouvez avoir par exemple des volumes sur la topographie historique du vieux Paris par Adolphe Berthy. Il y a aussi notamment des ouvrages sur les anciennes bibliothèques ou sur les manuscrits de la Bibliothèque nationale par Léopold de Lille. Et ce service, cette entreprise de l'Histoire générale de Paris, elle met vraiment des moyens extraordinaires à destination des auteurs, puisque on peut accéder à des réseaux de bibliothèques en France et en Europe. On peut vraiment faire appel à un service de fouille. On a vraiment tous les moyens qui sont... on a des traducteurs, des chercheurs archivistes pour nous aider, pour aider les auteurs à mener à bien ce projet. Et puis, dans le même temps, le service des travaux historiques, en fait, il fonde une première institution dédiée à l'histoire de Paris, qui est le musée historique de Paris,
qui est orchestré par le baron Poisson, qui est un ami d'Haussmann, et aussi par Charles Reed, qui est lui chef de section à l'Hôtel de Ville. Et donc là aussi, l'idée, c'est vraiment de restituer le vieux Paris à travers diverses thématiques, périodes historiques, de témoigner vraiment de la transformation de la ville. Et en pendant de la publication de l'Histoire générale de Paris, là, c'est vraiment une histoire dite démonstrative, et notamment dédiée à ceux qui ne lisent pas. Donc on a déjà des collections au niveau de la ville, voilà, des collections de portraits, de prévôts, notamment des médailles qu'il s'agira de valoriser. Et puis pour mener à bien l'entreprise du musée, on constitue une vaste collection d'objets divers et variés qui prennent la forme d'un musée de l'ustensillage. Qu'est-ce que c'est ? C'est une sorte de musée de société, puisque progressivement on ne collecte plus que des objets rares ou des portraits, mais aussi des objets de la vie populaire et quotidienne des Parisiens, comme voilà, des objets de toilette, des objets pour le travail, voilà, des outils. Toutes les époques, elles ont vocation à être valorisées dans ce musée. Donc on est dans une vaste entreprise de collecte, de collection, d'organisation des espaces. Mais cette initiative, elle est stoppée en 1871 avec l'incendie de l'Hôtel de Ville qui brûle une partie des collections et notamment des objets assez rares comme des œuvres de Hubert Robert ou de Chardin par exemple. Et en fait, pour compléter, ce qui est très intéressant aussi, c'est que ces structures qui sont donc créées au moment où les grands travaux sont lancés dans la capitale, donc le service historique des travaux historiques et ce projet de musée d'histoire de la ville de Paris qui n'a pas encore de lieu spécifique, si je ne me trompe pas. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ces structures, elles sont véritablement pensées comme des solutions compensatoires à la démolition, à la destruction du tissu ancien de la ville. Et donc, on pense finalement la mémoire aussi parce qu'on a conscience qu'elle disparaît. Mais finalement, le paradoxe, c'est que ce sont ceux-là même qui pensent la modernisation de la ville qui s'engagent en parallèle dans ce processus de mémorialisation. Et par exemple, c'est juste une toute petite citation, mais Haussmann, en 1860, lorsqu'il lance l'initiative de la création du service des travaux historiques, il va dire voilà, la ville ne doit rien négliger, rien dédaigner de son passé, alors que précisément il est à l'initiative de ces grandes transformations et de cette modernisation. Et simplement pour commenter les deux, la diapositive que vous avez sous les yeux, donc deux photographies du vieux Paris précisément, prises par le photographe Charles Marville dans les années 1860. Ces deux photographies font partie d'un ensemble bien plus vaste, d'un peu plus de 400 photographies, qui constituent ce que Charles Marville a intitulé l'album du vieux Paris. Et cet ensemble, c'est le résultat d'une commande lancée par la municipalité parisienne en vue de photographier systématiquement toutes les rues, tous les recoins de la capitale, voué à disparaître en raison des grands travaux haussmanniens. Et donc là aussi on voit comment la municipalité s'empare de ce sujet mémoriel et va constituer sa propre, ou en tout cas tenter de constituer sa propre mémoire en commandant directement à un photographe ce vaste inventaire. Voilà, c'est un exemple parmi d'autres, mais c'est un exemple intéressant pour montrer comment la ville s'empare aussi de sa propre histoire. Alors, merci pour cette présentation de ce qui précède du coup la création de la bibliothèque. Peut-être est-ce que l'une de vous peut revenir justement sur les circonstances de 1871, ce qui se produit et ce qui du coup met à mal l'élan mémoriel qui avait été enclenché notamment par Haussmann, et puis du coup comment le destin du musée, de la bibliothèque vont être liés à partir de cette date de 1871. Oui,
Oui, Julie, peut-être tu pourras compléter de manière plus historique, mais donc tu l'as dit, en fait, ce qui se passe, c'est que 1871, je ne sais pas si vous êtes familier de cet événement, mais c'est donc survient donc ce qu'on appelle la Commune de Paris, qui est une révolte populaire des Parisiens, enfin d'une partie en tout cas des Parisiens, contre le pouvoir central. Alors, sans rentrer trop dans les détails, il y a des conséquences assez terribles pour le patrimoine parisien lors de cet événement qui dure à peu près 3 mois entre mars et mai 1871 et qui se termine par la tristement célèbre Semaine sanglante où de terribles combats vont avoir lieu dans la capitale. Et à ce moment-là aussi, de nombreux incendies. Et notamment, donc ça a déjà été cité, mais c'est vraiment fondateur dans la constitution de la mémoire de la ville, c'est l'incendie de l'hôtel de ville, de la ville de Paris, qui abritait la collection, ou en tout cas la grande partie de la collection du futur musée d'histoire de la ville de Paris. Donc voilà, il y a vraiment un choc, un traumatisme qui émane de cette destruction, de cette disparition, et qui va beaucoup finalement participer aussi de la reconstruction de la mémoire. Et bon, simplement pour la partie, pour continuer sur cet exemple de Charles Marville, dans l'incendie de l'hôtel de ville, les 400 et quelques photographies prises par Marville disparaissent en fait. Elles brûlent toutes, elles disparaissent toutes. Mais fort heureusement, le photographe avait, comme ça se faisait beaucoup à l'époque, il avait conservé ses négatifs. Il avait seulement vendu les épreuves, donc les tirages, à la ville. Et donc il propose gracieusement à la ville, suite à cette disparition, de retirer les épreuves, chose qu'il va faire. C'est pour ça qu'on possède aujourd'hui encore cet ensemble. Et à partir de ce moment-là, forcément cet ensemble va être, va être doté va avoir une force supplémentaire, puisque on se rend compte qu'il avait disparu, qu'on aurait pu ne jamais garder la trace de ces images, et donc du vieux Paris, et que finalement il est sauvé grâce au photographe. Donc voilà, il y a vraiment un vrai. Enfin, je trouve que cet exemple montre bien cette transition. Oui, merci. En effet, la commune, c'est véritablement une rupture politique, et elle est marquée par cet incendie qui dévaste donc une partie des collections du musée, parce qu'une autre partie est conservée dans des dépôts de la ville, mais c'est pas les objets les plus notables. L'incendie détruit aussi la bibliothèque de l'hôtel de ville, qui comprend des collections historiques, mais qui comprend aussi une partie administrative. Et c'est dans cette bibliothèque qu'un bibliothécaire est en activité. Il s'agit de Jules Cousin, et c'est lui qui va fonder la bibliothèque historique. Donc en fait, Jules Cousin, il est né en 1830, donc il a fait des études de droit, mais ça ne lui plaît pas vraiment. Donc il s'oriente vers la culture, et il rentre en 56 en surnuméraire à la bibliothèque de l'Arsenal. Il y reste de nombreuses années jusqu'en 1870, puisque après il intègre donc la bibliothèque de l'hôtel de ville. Donc il est vraiment caractéristique de son temps. C'est un collectionneur assez reconnu, c'est un expert de Paris. Il a écrit sur de nombreuses thématiques, par exemple sur le comte de Clermont, sur les derniers vestiges du vieux Paris. Il est expert du théâtre aussi, il est assez savant finalement. Il est aussi membre de l'Académie des bibliophiles, donc il est au cœur de réseau d'intellectuels de l'époque. Et donc, alors que l'incendie de l'hôtel de ville a ravagé les collections de la bibliothèque, lui se propose en 1871 de léguer sa propre collection personnelle à la ville de Paris. Donc elle est composée de 6000 volumes et 10 000 estampes. Donc c'est assez rare quand même un collectionneur qui qui donne ses collections de son vivant, et c'est d'autant plus caractéristique qu'ensuite c'est lui qui prend la tête de l'établissement, qui est alors affecté à l'hôtel Carnavalet que la ville vient d'acquérir,
Et on a à cette époque-là aussi une scission entre vraiment la partie historique et la partie administrative. Donc là, on est dans la création de la bibliothèque historique et avec un bibliothécaire, collectionneur, bibliophile qui lègue de son vivant et qui acquiert désormais un certain statut puisqu'il est directeur de bibliothèque et puis par cet acte, il va continuer à patrimonialiser, à façonner sa collection mais à destination du public. C'est une sorte de reconnaissance si vous voulez. Donc la bibliothèque historique, elle ouvre en 1874. Elle est vraiment enrichie de nombreuses collections. Elle est dédiée à la recherche et on n'y rentre pas facilement puisqu'il faut une carte qui est délivrée par le préfet de la Seine. Donc il faut quand même montrer patte blanche pour aller à la bibliothèque historique et le prêt y est interdit. L'accueil se fait par Jules Cousin et les bibliothécaires, mais surtout par Jules Cousin qui est toujours présent. La presse le caractérise de résident, en fait, il est toujours là, à tel point que même sa mère décède dans la bibliothèque. Donc c'est là où on est vraiment dans quelque chose à la limite entre l'institution publique et vraiment le cabinet du collectionneur finalement qui se perpétue puisque voilà, on veut faire une recherche sur le Paris historique, on rentre à la bibliothèque, on est accueilli de manière très chaleureuse par Jules Cousin qui a son bureau au milieu de la salle de lecture, donc dans le salon de Madame Sévigné, au milieu des manuscrits rares et il effectue la recherche pour vous en fait. On dit le motif de la recherche. Il revient un quart d'heure plus tard avec des objets rares, hétéroclites. C'est comme s'il connaissait ses collections par cœur et c'est finalement un peu lui le catalogue de l'institution. Et alors la presse de l'époque est assez plaisante parfois avec ça puisque on dit même que Carnavalet n'est jamais plus ouverte que quand elle est fermée puisque Jules Cousin il fait des conférences un peu secrètes en dehors des horaires d'ouverture de la bibliothèque, donc le soir à partir de 4h. Lorsque la bibliothèque ferme. Et aussi le dimanche, il accueille ses amis, en fait, des gens assez lettrés, des intellectuels et du milieu culturel de l'époque. Et en fait, il disserte pendant des heures sur le vieux Paris, sur le dernier ouvrage que la bibliothèque a acquis. Voilà, et c'est vraiment à la bougie, vraiment un peu comme un salon, en fait, finalement, de l'histoire de Paris. Et donc ces collections de la bibliothèque historique, elles sont composées de plusieurs parties. Il y a vraiment des ouvrages plutôt généralistes et donc des ouvrages dédiés à l'histoire de Paris. Pour étendre ce fonds, dès qu'il y a le projet de création de la bibliothèque, Jules Cousin il va faire appel, il lance une vaste campagne d'appel aux dons pour reconstituer la bibliothèque. Donc il va y avoir plusieurs mécènes qui vont donner, beaucoup de libraires, la Société de géographie, des ministères comme l'agriculture et le commerce, l'instruction publique. Vraiment, on donne des ouvrages. Jules Cousin aussi va essayer aussi de rentrer en campagne pour retrouver les ouvrages perdus de l'ancienne bibliothèque, puisque même si elle a brûlé, ce qui se passait, c'est qu'il y avait beaucoup de... Enfin, pour le coup, le prix y était autorisé et il y a eu beaucoup de vols, en fait, ou d'ouvrages qui n'ont jamais été restitués et ça a agacé Jules Cousin, donc c'est pour ça qu'il va vraiment s'opposer au prêt, quitte à se mettre un peu en désaccord avec l'autorité administrative qui le supervise. Donc il collecte pour étendre le fonds des objets plutôt rares, on le voit dans la presse de l'époque, il va dans des pays étrangers à la recherche de plans, donc on va avoir des petits développements sur sa recherche de plans. Il collecte des objets, par exemple une constitution en peau humaine, enfin voilà, c'est vraiment les objets du collectionneur érudit. Mais ce qui est assez notable, c'est que dans les années 70, en fait, progressivement, il va étendre son champ de collecte vers des objets, des pièces volantes qui sont plus constitutives de représenter le Paris d'une époque, avec, par exemple, il collecte des journaux de mode, et il collecte des pamphlets, et puis, progressivement, il ouvre des recueils. D'abord, des recueils sur les personnages importants de l'histoire, puis progressivement de l'époque contemporaine. Donc, dans ces recueils, il met des pièces volantes,
ça peut être des chansons, des chroniques, qui relatent de chaque personnage. Donc par exemple pour Monsieur Thiers, il fait 3 volumes de recueil avec divers documents. Et puis il va aussi collecter la mémoire urbaine finalement, hein, pour revenir sur l'objet principal de cette conférence, en créant ce qu'on appelle à l'époque une espèce de musée topographique, puisqu'il va créer un dossier pour chaque rue avec des actes de vente, des vieux baux. Et il se dit, mais cette démarche, elle va être reprise aussi par ses successeurs, que même des papiers insignifiants comme ça pourront aider à la recherche future. Donc on est vraiment dans une cartographie du Paris contemporain, et en même temps, il participe à de nombreuses publications historiques sur Paris. Un autre fait notable sur Jules Cousin, c'est le fait qu'il crée un classement, le classement Cousin. Donc c'est un registre, un cadre de classement avec 400 séries. Il y a un registre et il y a une table alphabétique des principales matières et une table alphabétique des principaux auteurs. Donc en fait c'est une espèce de toute première bibliographie de l'histoire de Paris. Alors je vais prendre la parole un instant pour justement donner un exemple de la constitution des collections et en lien direct avec le traumatisme en fait, qui a été subi au moment de l'incendie de l'hôtel de ville. Puisque dans cet hôtel de ville, outre les collections du musée, de la bibliothèque et aussi, on n'a pas parlé de la perte de l'état civil, qui là a été aussi assez marquante dans l'histoire des archives de Paris. Mais donc, il y avait aussi des plans qui pouvaient être exposés d'ailleurs plutôt dans les salons de l'hôtel de ville. Et donc, Jules Cousin, son intérêt pour la forme de la ville se manifeste aussi à travers la constitution d'une collection importante de plans. Et donc, ces plans ayant disparu, il y a plusieurs manières d'essayer de reconstituer ce type de collection. Donc, en allant à l'étranger, consulter des plans qu'il a pu localiser dans d'autres bibliothèques. Je pense notamment au plan qu'on appelle plan de Bâle, puisque justement il est conservé à l'université de Bâle, et qui est le plus ancien plan qui cartographie Paris. Et puis, en fait, il joue aussi de son réseau, que ce soit de bibliothécaires, donc à la Bibliothèque nationale, des archivistes, des archives nationales également, ou alors de collectionneurs. Auprès desquels il va se renseigner d'abord pour participer donc à la publication du document que vous voyez en noir et blanc, qui est donc un fac-similé publié dans l'Atlas des anciens plans de Paris, qui est une grande entreprise de publication chronologique de plans de Paris. Et puis quelques années plus tard, il a l'occasion en fait d'acquérir une des reproductions qui avait été faite de ce plan. Donc ici c'est le plan de la gouache qui était bien exposé dans l'hôtel de ville de Paris. Et en fait, avant sa disparition, là aussi on voit l'intérêt de la photographie avant 1871, qui a permis en fait de faire des fac-similés photographiques de documents anciens. Et ce fac-similé avait un grand intérêt puisqu'il avait été reproduit, il avait été colorisé d'après l'original. Donc Jules Cousin, évidemment, c'est son côté collectionneur, va vraiment s'intéresser à faire rentrer ce type de documents dans les collections de la bibliothèque. Dès les origines. Juste pour compléter, parce que j'y pense, c'est intéressant parce que je n'avais jamais fait le lien, mais en fait, donc, le service des travaux historiques dont on vient de parler, qui est donc créé en 1860, va constituer assez rapidement un laboratoire de photographie, un municipal. Donc c'est extrêmement précurseur à l'époque. Aucune municipalité n'avait son propre atelier de photographie. Et donc il est ouvert en 1868 ou 69. Mais ce qui est intéressant, c'est que donc cet atelier va procéder à de nombreuses prises de vue de documents d'archives, donc des plans, des manuscrits, des estampes aussi. Et fait heureux pour l'avenir des archives et de la mémoire de Paris, c'est que ces négatifs, cet atelier, il n'était pas à l'hôtel de ville, il était quai de Béthune sur l'île Saint-Louis. Et donc, tous les négatifs ont été conservés. Donc, après la Commune de Paris, ça a été une vraie source
comme vient de le dire Claire, pour reconstituer une mémoire qui avait disparu. Et je pense que d'ailleurs, ces fameux plans devaient être conservés, enfin les reproductions devaient être conservées dans l'atelier. Et il y avait une vraie volonté de faire une reproduction à l'identique, quasiment, parce que ce dont on ne se rend pas compte sur le diaporama, c'est que le document en couleur que vous avez là, c'est un énorme rouleau de plusieurs mètres, en fait. Donc, vu les techniques photographiques de l'époque, on imagine qu'il a fallu composer et faire des vues de détail, puis ensuite les assembler. Et le photographe qui a donc produit cette photographie, c'est Adolphe Berti, dont on parlait tout à l'heure, voilà, qui est aussi un de ses précurseurs, plutôt historien, aussi photographe. Donc toujours pendant la période Jules Cousin qui s'étend jusqu'en 1995, il y a quand même une date un peu jalon, voilà, c'est les années 1880, puisque c'est à ce moment-là que le musée renaît un peu de ses cendres. En effet, c'est à ce moment-là qu'est décidée la création d'un musée historique en lien avec la bibliothèque. Et cette initiative, elle est accélérée par la donation d'un collectionneur, encore une fois, qui est Liéville, qui va céder environ 30 000 pièces sur la Révolution à la bibliothèque historique. Donc pour constituer le musée, déjà on se débarrasse des composantes du musée de l'ustensilage, ce que je vous évoquais tout à l'heure, donc les objets de la vie quotidienne, les outils, les objets de coiffure par exemple. Et donc on se met en place la création d'un musée révolutionnaire autour des collections de Liéville, qui est une sorte de sauvageau de la période révolutionnaire. Voilà, donc les collections Liéville, il y a voilà, des estampes, des journaux, des brochures, il y a aussi des objets comme des sabres de l'école de Mars ou une tasse en porcelaine à la guillotine qui est fausse, enfin qui est fabriquée en Prusse. Voilà, il y a tous ces objets qu'il va falloir valoriser dans un espace finalement assez restreint, puisqu'il y a eu pendant cette période, cette décennie, une sorte de lutte entre la bibliothèque et le musée pour gagner de la place dans l'hôtel Carnavalet qui n'est pas si grand. Pour constituer le musée révolutionnaire, Cousin lui-même fait des acquisitions d'objets et dès 1881, il publie une notice sommaire des monuments et objets divers relatifs à l'histoire de Paris à la Révolution. Donc on a un vrai document de médiation finalement. Et cette notice, elle est rééditée dans le cadre de l'exposition universelle de 1889, donc avec une vraie vocation de s'adresser à destination de tous les publics. Puisque désormais, la bibliothèque, elle n'est plus seulement pour les chercheurs, mais elle étend progressivement ses publics. En parallèle, le musée révolutionnaire, il fait écho à l'évolution toujours de ce service des travaux historiques qui nous suit comme un fil rouge, puisque le conseil municipal décide de produire une série de volumes sur la Révolution. Et donc, il y a une commission de recherche sur l'histoire de Paris pendant la Révolution qui est créée et qui finalement est à l'origine de la publication de 30 volumes. Donc, c'est la collection Saumon. Voilà, à l'époque. En parallèle, il y a toujours la vocation d'alimenter les collections autour du Vieux Paris, avec l'acquisition de la collection Bord, par exemple, et aussi le fait que Cousin travaille sur le Vieux Paris en adhérant à des sociétés spécifiques, comme la Société d'Histoire de Paris, qui est fondée en 1874, et dont Cousin devient le président en 1882. Cette société, elle est vraiment dédiée à s'intéresser aux monuments, à la topographie, et elle publie des documents, des publications, et elle a un certain succès, puisque dans les années 1880, elle a même jusqu'à 300 adhérents. Donc on voit vraiment que la bibliothèque, elle n'est pas seulement ancrée sur elle-même, mais elle est part de réseaux autour du Vieux Paris. Alors, ce qui nous amène à la retraite de Jules Cousin. Alors, tu peux me rappeler l'année, peut-être
Ah oui, alors c'est un peu compliqué parce qu'il est censé partir à la retraite en 1893 et il cède la place à son fils spirituel Faucou. Faucou, c'est un peu un enfant de la bibliothèque puisque c'est un adolescent qui était toujours là à la bibliothèque en fait. Et progressivement, on lui donne un poste de bibliothécaire et puis il commence à bien connaître les collections et à la fin on se dit ça va être lui le futur directeur. Et c'est bien parti, mais sauf qu'il décède en 1894, donc il est responsable de la bibliothèque juste 2 mois. Et on a un retour de cousin jusqu'en 1895. Voilà. Ensuite, voilà. Et ensuite, finalement, en 1895, Cousin va voir l'étiolement du projet qu'il avait construit, dans lequel musée et bibliothèque étaient associés, puisqu'il était lui-même directeur des 2 entités, puisque en 1898, on voit une nouvelle organisation qui voit le jour, en fait, autour d'une organisation qu'on a qualifiée donc de tripartite de la mémoire parisienne, avec donc une bibliothèque d'un côté, un musée de l'autre, et aussi un nouveau venu, la commission du Vieux Paris, donc ce qui est une époque qui marque aussi un tournant dans cette histoire. Merci Claire. Alors en effet, en 1898, alors en réalité en 1897, mais la première séance de la commission du Vieux Paris se tient en 1898, donc on retient souvent cette date comme sa date de naissance, est créée au sein de la ville de Paris une commission du Vieux Paris. Alors c'est la décision du préfet de la Seine, Justin de Selve, et d'un conseiller municipal, Alfred Lamouroux, conseiller du 1er arrondissement, passionné d'histoire, qui décide donc de créer au sein de la préfecture de la Seine une commission administrative qui portera le nom de Commission du Vieux Paris. Alors je vous lis le premier procès-verbal avec le statut. Cette commission sera chargée de rechercher les vestiges du Vieux Paris, de constater leur état actuel, de veiller dans la mesure du possible à leur conservation, de suivre au jour le jour les fouilles qui pourront être entreprises et les transformations jugées indispensables et d'en conserver des preuves authentiques. Un rapport des travaux de la commission sera soumis annuellement au conseil municipal. Donc vaste entreprise, et la commission réalise ici en fait une prise sur l'évolution de la capitale, puisqu'elle va se constituer en 3 sous-commissions. Une première qui est la sous-commission de l'inventaire de tout ce qui est signalé d'important par les historiens et recherche de ce qui a pu être oublié. Une sous-commission de la surveillance des fouilles et démolitions, des études de nivellement, d'alignement pouvant modifier la topographie de Paris et menacer les monuments. Enfin, une dernière sous-commission de la conservation des aspects à faire à l'aide de la photographie et des divers procédés artistiques de façon à assurer le souvenir des parties de la ville appelées forcément à disparaître ou présentant un caractère pittoresque, étant entendu que toutes ces reproductions seraient destinées au musée Carnavalet, ainsi que tout document matériel qui pourrait y trouver place. Et c'est là quelque chose de très intéressant, puisqu'on comprend que la commission devient l'allié de Carnavalet, et on comprend aussi qu'en réalité, alors c'est la formule que j'aime bien employer, on a en réalité 3 sœurs qui vont s'occuper de la mémoire urbaine de Paris, avec la bibliothèque d'un côté, le musée Carnavalet qui est le dépôt des découvertes et des recherches, et la commission qui est un peu le bras armé. Parce que cette commission, elle est donc inscrite au sein du conseil municipal, et c'est une commission qui va être composée d'entrée de jeu de façon mixte. C'est une commission d'experts qui sont nommés par le préfet de la Seine, mais c'est aussi une commission de conseillers municipaux qui sont pris par cooptation du Conseil de Paris, avec une volonté de représentativité de la composition politique du Conseil municipal. Et donc, en réalité, ça va être aussi le bras armé politique de la recherche et de la conservation de la mémoire de Paris.
Alors, elle prend en charge l'inventaire, et là, on voit que va se jouer une grande partie aussi de collecte, alors qu'il va s'amuser à doublonner avec la bibliothèque. Elle prend en charge aussi les fouilles, et j'ai évoqué tout à l'heure le nom de Théodore Vaquet, c'était pas anodin. Il a rejoint le service des travaux historiques en 1866, c'est un architecte qui se passionne pour l'archéologie, et je vous ai mis en illustration un des 10 000 feuillets de Théodore Vaquet, donc des prises de notes, de plans, de relevés d'architectes, et c'est là toute la qualité du travail de Vaquet qui est vraiment précurseur sur l'archéologie préventive, comme on pourrait le dire avec un anachronisme assez délicieux. Et cette collection va être versée à la bibliothèque historique, ce qui fait que le département d'histoire de l'architecture et d'archéologie auquel j'appartiens aujourd'hui a numérisé, grâce à nos photographes que nous avons en interne chez nous, les papiers Vaquet conservés par la bibliothèque historique, et vous voyez ici se jouer donc l'histoire sur le temps très long de ces 3 institutions sœurs, et c'est toute la beauté de la chose. Et puis vous avez à gauche une des photographies prises par la commission du Vieux-Paris, et là je laisserai ma camarade Olga vous en dire beaucoup plus et de façon plus pertinente, mais voilà, c'est l'idée que dans les procès-verbaux de la commission du Vieux-Paris, et ça c'est une volonté de la commission que de publier régulièrement ces travaux, sont reproduites des photographies, et ici vous avez la première photographie dans le premier procès-verbal de la commission en 1898, photographie du chantier de fouilles de la Cité, rue du Cloître Notre-Dame, première visite des membres de la commission du Vieux-Paris, publiée au procès-verbal. Donc c'est vraiment une institution qui va prendre en importance, qui va évoluer dans le temps, et vous allez la voir évoluer, et surtout qui va avoir des liens très forts avec toutes les institutions, puisque siège au sein de la commission du Vieux-Paris, parmi les experts, des administratifs de la ville, et donc les conservateurs de Carnavalet, de la bibliothèque. On va faire converger aussi toutes ces sociétés savantes qui sont nées au XIXe siècle, surtout principalement poussées par les travaux d'Haussmann, mais aussi de son prédécesseur Rambuteau. Donc toutes ces sociétés savantes qui s'ingénient à collecter l'histoire de Paris à travers la bibliographie et les documents vont se retrouver une fois par mois en séance de la commission du Vieux-Paris, et ça va donc ouvrir tout un large pan nouveau de l'histoire. Mais je l'ai dit, c'est Olga la sachante. Mais peut-être juste avant, Julie, parce qu'en fait, donc, comme on l'a évoqué, mais c'est vraiment un moment très important dans cette histoire, c'est qu'en 1898 est créée donc, la commission du Vieux-Paris, qui va en quelque sorte devenir le chef d'orchestre de la mémoire en train de se constituer. Et au même moment, le musée et la bibliothèque de la ville de Paris sont séparés, et sont physiquement séparés. Donc ils restent voisins, puisque ce sont 2 hôtels particuliers côte à côte, mais donc sont séparés. Peut-être Julie, avant que je parle un peu plus des photos, dire comment sont réparties les collections, parce que ça pourra peut-être éclairer pour la suite. Oui, merci. Donc, en effet, en 1898, les 2 institutions sont séparées. Donc, le musée historique, il est bien restant à Carnavalet, tandis que la bibliothèque est transférée à l'hôtel Le Pelletier Saint-Fargeau. Donc, c'est Georges Quint qui prend la tête du musée, et donc à la tête de la bibliothèque, il y a toujours Levaillet qui est le successeur de Jules Cousin. Vraiment, ce qui est important, c'est qu'il y a une séparation des collections, même si c'est un peu ténu, je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, il y a les documents iconographiques qui vont vers les collections historiques, et les documents bibliographiques qui sont censés aller vers la bibliothèque historique. Autrement dit, voilà, la bibliothèque historique est censée garder les manuscrits et même les estampes. Et le musée est censé garder les objets d'art et les documents iconographiques. Pour autant, ça ne va pas vraiment se passer comme ça, puisque même en 1936, lorsque les 2 institutions sont réunies, puisqu'il y a un moment où elles sont réunies à nouveau, on s'est rendu compte que finalement, le musée a gardé les estampes, ou quelques-unes, et la bibliothèque, elle a quand même constitué des collections d'objets, notamment des objets gallo-romains, et il y a des séries, notamment d'affiches dans les 2 institutions. Donc il est censé y avoir une séparation stricte, collection iconographique, collection bibliographique,
mais c'est un peu flou finalement, et notamment sur la question des photos. Olga elle va revenir dessus, voilà, parce que c'est aussi de ce point de vue-là assez ténu. Juste, je fais une petite incise sur le musée. Le musée, il est composé de 3 grandes parties. Une partie qui est dédiée vraiment à la topographie, une partie qui est dédiée à la galerie historique, et une dernière peut-être partie qui est intéressante, c'est des stalles de style. Et là, c'est vraiment un peu une émanation de ce qui avait été pensé dans le musée original, avec des décors d'hôtels particuliers, une salle dédiée aux costumes parisiens, une autre au théâtre, et on a même dans la chambre de Madame Sévigné, ses lettres, son portrait et un bout de son costume. C'est un peu on va dire une pré-période room pour l'époque, quoi. C'est le début des périodes room. Et donc au niveau de la bibliothèque, c'est Levaillé qui est à la tête. Il va y rester jusqu'en 1906. Et la bibliothèque, elle continue d'accroître ses collections, mais je ne développerai pas plus pour laisser la parole à Olga sur les photos. Oui, alors on aurait pu prendre d'autres exemples, mais le cas de la photo est assez significatif dans disons pour illustrer la complexité de la séparation des collections au moment de la séparation des 2 institutions, parce qu'on va avoir pour les photographies toutes les photographies dites en feuille, c'est-à-dire les tirages en fait, qui ne sont pas reliés, qui ne sont pas dans des ouvrages ou dans des albums. Donc toutes les photographies en feuille qui font en fait œuvre entre guillemets, parce qu'attention, à l'époque on ne parle pas encore d'œuvres d'art pour des photographies, surtout pas dans un musée d'histoire de la ville, mais les photographies en feuille, elles sont conservées à Carnavalet, mais en revanche, étrange d'ailleurs, les négatifs, donc toutes les plaques de verre négatives et les photographies qui s'inscrivent dans des albums ou des recueils reliés sont, elles, conservées, partent, elles, à la bibliothèque historique de la ville de Paris. Donc déjà, on est sur une sorte de moment, une répartition assez troublante, un peu complexe. Et pour faire le lien entre tout ce que viennent de dire mes 2 collègues, c'est que la bibliothèque historique, au tout début, en 98, se retrouve assez seule dans cette organisation tripartite qui aura bien lieu, je vous rassure, mais au départ, elle se retrouve assez seule. Pourquoi ? Parce que la commission municipale du Vieux-Paris, initialement, décide de mener une collaboration stricte avec le musée Carnavalet. Donc, tout ce que vient de dire Pauline, à savoir tous les vestiges qui sont recueillis par la commission du Vieux-Paris, toutes les photographies qui sont commandées par la commission du Vieux-Paris vont au départ être versées exclusivement au musée Carnavalet. Mais alors on pourrait dire que la bibliothèque historique se retrouve un peu mise en échec, mais en fait pas du tout. Ça va être finalement assez porteur, un moment important pour la bibliothèque qui va en fait constituer en parallèle de son côté ses propres collections, et notamment ses propres collections de photographies, sans avoir peur de faire doublon en fait avec le musée Carnavalet. Donc on voit au même moment sur 2 institutions voisines se constituer quasiment les mêmes collections photographiques, portant bien entendu, je n'ai pas précisé, mais sur Paris et encore plus spécifiquement sur le Vieux-Paris. Et donc la bibliothèque historique va commencer à enrichir ses collections photographiques par des voies extrêmement variées. Peut-être qu'on peut en citer quelques-unes simplement pour vous montrer où elle va chercher en fait ses fournisseurs, parce que c'est très divers. Alors d'abord, on ne pouvait pas ne pas le citer lorsqu'on parle de mémoire parisienne. Elle achète directement des photographies à des photographes professionnels, et notamment au très célèbre photographe du Vieux-Paris, Eugène Atget. Donc vous avez par exemple ici une photographie. Donc là, ce sont des acquisitions directes à des photographes. Mais peut-être plus intéressante dans notre cas précis, elle va aussi bien s'entourer, et notamment s'entourer de différents services municipaux à qui elle va demander le versement des photographies que les services municipaux
entreprennent de commander pour diverses raisons, souvent administratives. Donc il y a aussi ce cas-là, et ça va être notamment le grand fond, enfin le grand ensemble des photographies des immeubles et maisons expropriées, qui sont des photographies, des milliers de photographies commandées à une association de photographes ouvriers du nom de l'Union photographique française, qui vont être commandées durant plus de 20 ans dans le cadre de la campagne d'expropriation des immeubles parisiens, donc voués à disparaître toujours pour la construction, enfin, en vue de la construction de voies nouvelles ou de différents travaux de voirie. Et peut-être dernier cas, pour vous montrer la diversité, et on retrouve notre protagoniste du début, à savoir Charles Marville. Comme la bibliothèque historique de la ville de Paris hérite des négatifs de la collection originelle du musée et de la bibliothèque, parmi ces négatifs, elle hérite des négatifs de Charles Marville. Et donc, alors qu'elle s'est fait piquer les tirages originaux de Marville, puisqu'ils sont conservés à Carnavalet, elle va entreprendre de faire retirer par un autre photographe l'ensemble de la collection Marville, ce qui fait qu'aujourd'hui, on trouve cette collection à la fois à Carnavalet et à la bibliothèque historique. C'est vraiment une démarche assez originale, puisque voilà, on a deux institutions sœurs qui en fait se font concurrence finalement, en tout cas dans le strict champ de la photographie que je crois vous avez compris constitue ma spécialité, et donc il nous semblait que c'était un cas assez significatif à développer aujourd'hui pour vous montrer voilà, comment cette entente ou cette mésentente parfois s'est organisée. Alors, nous avançons chronologiquement avec donc, la période 1906-1917 que nous avons donc intitulée Les nouvelles orientations de Marcel Poët, puisque donc Marcel Poët, qui est le nouveau directeur de la BHVP à partir de 1906, est en réalité arrivé en 1903. Donc il succède à Paul Levaillé et donc il arrive après cette séparation des entités, bibliothèques, musées. Et donc il va mettre en œuvre un programme assez novateur, justement peut-être parce qu'il vient après cette séparation. Il faut trouver aussi de nouvelles dimensions dans lesquelles développer des actions pour la bibliothèque. Donc je te laisse, Olga, peut-être dire quelques mots de ce nouveau programme. Oui, donc Marcel Poët, c'est vraiment une figure clé dans cette histoire. Donc il est nommé en tant que directeur, mais il est déjà dans la bibliothèque avant, en 1906. Et donc il va vraiment mettre en place un très important programme de restructuration de la bibliothèque. Donc il va définir une nouvelle ou deux nouvelles directions pour la bibliothèque, orientation pour la bibliothèque. Et alors là je le cite parce que je pense que sa formule est tout à fait illustrative de ce qu'il souhaite faire. Il veut vraiment faire de la bibliothèque donc un centre bien vivant de l'histoire de Paris. Donc c'est vraiment sa formule. Tout ça pour, finalement, pour le dire autrement, que la bibliothèque se détache de sa réputation de tour d'ivoire, là aussi j'emprunte ce terme à Marcel Poët, puisque l'enjeu désormais pour Poët, ce n'est pas seulement que la bibliothèque soit un lieu de conservation de la mémoire, mais aussi que la bibliothèque devienne un lieu d'étude, de dialogue, de visite. Et c'est assez nouveau, là aussi, dans le paysage parisien. Alors, sans trop m'étendre sur le sujet, peut-être juste 3 grands points qui jalonnent son programme. Et un de ces 3 points, on va le développer plus précisément, puisqu'il nous semblait assez intéressant. Donc, 3 grands points dans son programme. Le premier, qui peut paraître évident, mais qui en fait est assez essentiel dans le cadre d'une institution de conservation, c'est la mise en place systématique du catalogage et de l'inventaire des collections existantes de la bibliothèque. Donc l'idée, c'est tout simplement de mieux connaître les collections pour pouvoir mieux les étudier. Et donc c'est en fait inviter aussi à l'étude et à faire l'histoire de Paris à partir
de collections que l'on est susceptible de mieux connaître parce qu'elles sont mieux cataloguées et inventoriées. Deuxième grand point dans son programme, c'est l'élargissement des activités de la bibliothèque et de son accessibilité. Donc la Poète va mettre en place toutes sortes de programmes, d'événements, notamment des cours du soir, pour que ce soit accessible pas seulement aux érudits ou aux étudiants, mais aussi en fait à une population plus large qui travaille et qui pourrait venir en fin de journée apprendre des choses sur l'histoire de Paris, des conférences. Il va aussi créer de nombreuses expositions sur l'histoire de Paris, à chaque fois bien évidemment, par exemple dans ses expositions, mais même dans ses conférences, il utilise tout le temps sa matière première, à savoir les archives de la bibliothèque. Donc voilà. Et la dernière chose qu'on va un peu plus développer, enfin le dernier grand point, et c'est peut-être le plus novateur, c'est qu'il ne décide pas de s'arrêter là, il ne décide pas de considérer la bibliothèque historique et sa collection comme acquise. Bien au contraire, il va proposer un vaste plan de diversification des ressources de la bibliothèque, et il va faire entrer ainsi dans le champ de la mémoire de Paris des documents de nature inédite. Quand je dis inédite, c'est dans le sens où des documents qui jusqu'alors n'avaient jamais fait l'objet de collections à part entière. Donc il va diversifier ses sources, et il va insister tout particulièrement sur ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui la mémoire vivante de Paris. Il va vraiment s'intéresser à l'histoire contemporaine, l'histoire en train de se faire, en créant donc un département spécifique qui va s'appeler le département des actualités. Je pense que il parle pour lui-même, mais Claire va pouvoir développer un exemple passionnant autour de ce département des actualités. Alors oui, ce département des actualités, il figure dans le programme de Poète dès ses débuts. Il s'appuie en fait sur déjà les recueils qui avaient été constitués par Jules Cousin, mais en fait il va amplifier et diversifier largement le type de documentation qu'il fait rentrer dans ces recueils. Alors cette dynamique, elle est quand même concomitante de ce qui se produit de manière analogue à la Bibliothèque nationale avec le service de recueil qui a été initié par Léopold de Lille, mais elle va prendre une ampleur peut-être plus importante, et surtout elle va devenir constitutive de l'identité de la bibliothèque. Donc pour Poète, en fait, il s'agit de fournir des sources primaires sur le temps présent aux historiens à venir, et donc il va aussi s'appuyer sur ces réseaux que sont les sociétés savantes, la Société des Amis de la Bibliothèque qui s'appelle Société Jules Cousin, qui a été fondée en 1910, mais aussi d'autres associations telles que le Vieux Papier, qui est donc une association qui existe toujours aujourd'hui, qui a été fondée en 1900. Donc on voit que son idée, elle est quand même présente dans les esprits, mais elle n'a pas forcément l'objet à l'époque d'une récupération par des institutions publiques. Donc en fait, il va finalement agir un peu à la manière d'un service d'archives, en collectant ce qu'il appelle des pièces de rue, mais voilà, en s'intéressant à des documents qui échappent en fait aux obligations légales que sont le dépôt légal des publications imprimées ou d'autres typologies de documents à la Bibliothèque nationale, ou des documents administratifs par les services d'archives publiques. Son but, c'est aussi d'ouvrir à de nouveaux champs de recherche. Alors, je vous ai mis ici quelques exemples de documents, notamment de documents très illustrés, mais donc qui permettent en fait de faire une histoire un peu différente de celle qu'on pouvait faire à partir des documents imprimés, de la presse, qui étaient traditionnellement collectés par les bibliothèques. Mais donc des documents qui sont relatifs à l'histoire des spectacles, et plus seulement les textes des pièces, mais aussi les programmes. Donc ici, vous avez par exemple un programme de cinéma, et voilà, la naissance du cinéma est en fait contemporaine de ce projet, et donc voilà, ça va tenir une place particulière dans la collecte. Mais aussi voilà, des sources pour l'histoire économique d'un point de vue un peu différent de celui qui avait été mené jusqu'à présent, à travers par exemple la collecte de catalogues de vente, qui permettent de retracer finalement la vie quotidienne des Parisiens. Vous le voyez dans la citation de Poète que vous avez sous les yeux.
il y a vraiment un projet qui s'étend à de tas de types de documents différents qu'on classifie aujourd'hui sous la terminologie de documents éphémères ou éphéméra en anglais. Et donc ça reprend en fait des tas et des tas de prospectus, de pièces qui en fait sont destinées à être jetées, qui ont un usage éphémère, unique. Et donc il fait rentrer en fait dans le champ du patrimoine à ce moment-là. Je te laisse. Et c'est vrai que c'est une démarche tout à fait nouvelle parce qu'il anticipe vraiment, et on le voit dans les textes qu'il écrit, parce qu'en plus il a laissé pas mal de textes aussi sur sa conception de l'histoire. En fait, il anticipe vraiment sur les besoins de l'historien futur. Et il est vraiment c'est vraiment une figure qui arrive à un moment, au moment de la naissance aussi de l'histoire sociale, de l'histoire culturelle, même de l'histoire des sensibilités. Enfin, il se retrouve. Alors pourtant, il est très rarement cité en tant que pionnier de ces histoires-là. Et pourtant, vraiment, alors c'est une figure locale, c'est peut-être aussi pour cela, mais dans sa démarche, il a il développe un véritable intérêt pour ces pièces de la rue qui jusqu'à présent n'avaient jamais été collectées. Et juste pour compléter, parce que ça va même encore, c'est un exemple qui permet d'aller encore un peu au-delà de cette posture qu'on vient de développer, c'est que Poète ne s'arrête même pas au projet d'accroissement de la bibliothèque historique. Il va même œuvrer pour le recensement, l'identification des sources de l'histoire de Paris en général. Je vais m'expliquer dans un instant, mais simplement pour comprendre, j'aimerais juste préciser quelque chose, c'est que en fait, Poète, il agit simultanément en conservateur et en historien. Et ces deux pratiques-là, elles se croisent constamment. Donc, ça permet en fait d'amener à la création d'outils assez exceptionnels qu'on trouve encore aujourd'hui à la bibliothèque. Et c'est le cas notamment du catalogue d'iconographie parisienne. Alors je vais essayer de ne pas en parler pendant trop longtemps parce que c'est assez complexe à résumer. Mais qu'est-ce que c'est le catalogue d'iconographie parisienne? C'est donc un catalogue, comme son nom l'indique, créé par Marcel Poète, donc à peu près au moment où il est nommé directeur de la bibliothèque. Et donc, dans ce catalogue, Poète a pour projet, non pas seulement de faire figurer une sorte de recensement de toute l'iconographie de Paris présente dans la bibliothèque. Dans ce cas-là, ce serait en effet un catalogue de l'iconographie de la bibliothèque historique de la ville de Paris. Non, il a pour projet de faire figurer dans ce catalogue absolument toute l'iconographie existante sur Paris depuis la nuit des temps. Et pas seulement celle qui est conservée à la bibliothèque, mais aussi celle qui est conservée à la Bibliothèque nationale, au musée Carnavalet et même chez les collectionneurs privés. Donc en gros, le projet est complètement utopique et titanesque, mais ce qui est génial, c'est que Poète va le mettre en place. Et il va quand même aboutir à l'obtention de 25 000 fiches. Alors bien sûr, ça ne couvre pas toute l'iconographie de Paris, mais c'est quand même énorme. 25 000 fiches réparties dans 64 boîtes, encore aujourd'hui conservées à la bibliothèque historique, et que j'ai eu la chance de pouvoir manipuler pendant ma thèse grâce à Bérangère Delépine, qui est donc chargée des collections photos à la bibliothèque. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que Poète va donc patiemment inventorier toute l'iconographie, mais en plus de ça, il va mettre en place un mode de classement assez original qui se rapproche beaucoup de ce qu'aujourd'hui on pourrait appeler une base de données, tout simplement. Donc, comme vous pouvez le voir ici, donc là c'est la lettre A, on a par exemple abricot, afficheur, mais on a toute autre sorte de noms. Et donc, par exemple, à l'entrée afficheur, on va trouver une fiche par image, mais par exemple, je peux vous dire que pour l'afficheur, il y a au moins 6 ou 7 fiches différentes qui représentent à chaque fois, qui recensent à chaque fois une représentation iconographique de l'afficheur parisien.
Et puis ensuite, il y a la légende, le lieu où on peut la retrouver. D'ailleurs, je crois que dans ce cas précis, vous voyez, il y a écrit BN Est OA 132. En fait, cette estampe, elle se trouve encore aujourd'hui à la Bibliothèque nationale. Et très probablement que même si c'est une ancienne cote, on pourrait la retrouver, puisque souvent, le traçage existe encore aujourd'hui. Donc, dans les faits, bien sûr, le dépouillement de poètes se révèle très aléatoire et souvent incomplet, mais on est vraiment ici dans un projet révélateur d'une certaine conception de l'histoire. Et je terminerai là-dessus simplement pour signaler que vraiment, dans les années 1900-1910, quasiment personne ne conçoit la photographie et l'image en général comme une source d'histoire. Et donc, voilà, Poète initie aussi cette possibilité pour l'image de devenir pas seulement une illustration, mais aussi une source pour l'historien. Un élément aussi de la constitution des collections à l'époque de Poète, c'est la mise à profit de son réseau, comme je le disais, et en fait, il va s'appuyer aussi sur le fait de collecter lors d'événements particuliers de l'histoire de Paris ou de l'histoire générale pour enrichir les collections. Alors on a choisi de développer parmi de nombreux thèmes le sujet de la crue de la Seine de 1910 qui constitue un moment intéressant de collecte. Je te laisse la parole, Pauline. Tout à fait, un moment intéressant de collecte et en même temps qui prouve aussi, voilà, donc je vous avais expliqué que les conservateurs des bibliothèques sont invités à siéger comme membres de la commission du Vieux-Paris. Donc à partir de 1907, Marcel Poète devient membre de la commission du Vieux-Paris. Et son arrivée est saluée pour, bien sûr, ses compétences scientifiques, mais aussi pour le réseau et le travail qui va pouvoir être mis en place avec la bibliothèque historique. Et une des premières démonstrations, alors au début il est un peu en retrait dans cette commission qui doit être assez impressionnante, il prend un peu la parole, il s'occupe surtout de surveiller la liste des monuments historiques qui sont inventoriés dans Paris, et puis il prend une fois une parole un peu importante. La commission prend une résolution, un vœu, comme on disait à l'époque, pour que soit établi un travail précis sur la crue de 1910, avec cette double volonté, cette double inquiétude de la commission du Vieux-Paris, que de surveiller l'état de Paris en surface, mais puisqu'elle est aussi chargée de la surveillance des fouilles, de surveiller l'état de Paris dans les sous-sols. Et c'est sûrement la force politique de la commission du Vieux-Paris, de ce vœu qu'elle a pris, qui permet de constituer cette cartographie de la crue de la Seine, qui est assez précise. On est encore une fois en 1910. Donc cette carte est attribuée à la commission du Vieux-Paris, ça figure dans le titre, mais elle est conservée à la bibliothèque historique de la ville de Paris, puisque Marcel Poète prend la parole tout de suite pour dire oui, et à la bibliothèque historique, on est en train de compiler la somme de toutes les images de toute la presse qu'on pourrait conserver de la crue de 1910. Mais Claire, tu es plus forte que moi sur ce chapitre. Et donc vous avez sous les yeux quelques exemples justement de cette collecte effectuée à l'occasion de la crue de 1910. Donc c'est un sujet qui est abondant dans les collections de la bibliothèque aujourd'hui, puisque a été vraiment menée une collecte systématique de cartes postales. Je pense des milliers de cartes postales ont été éditées à l'occasion de cet événement, mais aussi des coupures de presse, des photographies. Et puis c'est un événement qui est immédiatement réemployé en fait dans la médiation que mène la bibliothèque et qui est remise en perspective historique, puisque en 1910, après l'inondation, il y a une exposition qui est organisée à la bibliothèque qui s'intitule « Les transformations de Paris sous le Second Empire » et qui contient une partie, une des parties de cette exposition est précisément consacrée aux inondations qu'il y avait pu avoir sous le Second Empire. Donc il y a un écho qui est fait entre le passé et le présent de manière tout à fait immédiate. Voilà. Alors on va avancer sur la période qui suit, sur la modification en fait, du projet de Poète au fur et à mesure qu'il s'intéresse de plus en plus à l'histoire du temps présent en fait. Il s'intéresse aussi, de par son rôle au sein de la commission du Vieux-Paris,
à des éléments liés à l'urbanisme, ce qui va être une thématique nouvelle dans les préoccupations de l'établissement. Alors oui, tout à fait, Claire. C'est ce que je disais tout à l'heure. Au début, Marcel Poët nous paraît un peu discret en séance de la commission du Vieux-Paris, alors qu'on l'attend énormément. En réalité, c'est exactement ça. C'est que l'exemple qu'on a pris de la crue de la Seine de 1910 nous montre à quel point le travail d'historien, de collecteur, etc., d'archiviste, de bibliothécaire, attire Marcel Poët de plus en plus dans l'actualité. Et c'est ce qui va être renforcé par son rôle au sein de la commission du Vieux-Paris. En 1913, il lui est demandé de participer aux travaux de la commission d'extension. Commission d'extension qui est créée en fait pour prévoir l'extension de Paris sur les enceintes de Thiers, sur les fortifications, dont les lois de 1912 ont rendu le déclassement possible. Et donc on veut préparer cette extension et on crée une commission. Alors une commission assez nébuleuse, il faut l'avouer, pour tout résultat qu'on ait aujourd'hui en tant qu'historien à se mettre sous la dent, c'est trois recueils, 3 rapports. Un rapport sur l'héritage, l'aperçu historique, aperçu historique qui est confié à Marcel Poët. On a mis quelques temps à l'identifier puisque c'est un rapport anonyme et administratif, mais il a été démasqué. L'aperçu historique, c'est l'idée tout à fait novatrice de dessiner la première extension de Paris, de retracer l'histoire de l'extension en 1860 et bien entendu aussi l'histoire globale de cette croissance concentrique de la capitale pour projeter l'extension future de Paris. Et le deuxième volet, les considérations techniques préliminaires, sont confiées à un deuxième personnage qui va avoir un rôle clé dans la vie de la commission comme Marcel Poët, mais aussi dans la vie de Marcel Poët et vice-versa. C'est celui de l'architecte, voyez, Louis Bonnier, qui est alors en charge des services d'architecture de la ville de Paris. Donc, un binôme tout à fait étonnant, tout à fait intéressant, tout à fait important et fondamental aussi pour la construction des disciplines et de l'interdisciplinarité dans le prospectif parisien. Troisième volume, qui lui aussi est important, même s'il est plus difficile d'accès, c'est celui de la documentation bibliographique, inventaire des documents relatifs à l'aménagement et à l'extension des villes et conservés au musée social. Et là non plus, c'est pas anodin, cette fondation donc, du musée social va faire converger toutes les thématiques de la mémoire des villes, de la programmation des villes, de l'architecture, de l'urbanisme. C'est un formidable lieu de rencontre aussi pour des personnalités au parcours aussi différents que des historiens, des architectes, vous voyez, etc. Et en fait, dans cette émulation intellectuelle, la commission d'extension, Louis Bonnier et Marcel Poët jouent un rôle tout à fait fondamental. Et donc, on arrive sur la période 1916-1917, qui va avoir une modification importante de la bibliothèque, puisque en 1917 est pris un décret par lequel la bibliothèque change de nom, et ça devient tout à fait significatif, puisque cette orientation dont on a parlé vers le présent et même l'avenir est visible à travers ce nom d'Institut d'histoire, de géographie et d'économie urbaine de la ville de Paris. Donc c'est un moment où la bibliothèque élargit de plus en plus ses activités, et donc je te laisse peut-être parler pour le lien avec la commission du Vieux-Paris qui se fait à ce moment-là. Je peux un tout petit peu vous montrer justement la manière dont l'Institut va justement prendre une part aussi dans la vie intellectuelle de son temps. Donc on retrouve ce binôme Bonnier-Poët qui dirige en fait une revue assez importante, La Vie urbaine, qui en fait est une des premières revues d'urbanisme de France et qui va se poursuivre pendant plusieurs décennies et qui donc marque ces nouvelles inflexions. Alors on est en vérité véritablement dans un moment majeur de l'histoire des villes et de l'histoire de la mémoire urbaine. Poët était devenu membre de la commission du Vieux-Paris en 1907.
Et il devient secrétaire général en 1914 en remplacement de Lucien Lambeau, qui est un éminent scientifique lui aussi et qui a tenu les travaux de la commission entre 1898 et 1914, ce qui est une petite carrière à mettre à son compte. Et Pouet devient secrétaire général à un moment fondamental pour la commission du Vieux-Paris, puisque va être décidée, alors toujours par le préfet de la Seine, la constitution du casier artistique et archéologique de la ville de Paris. Et c'est donc, Pouet arrive au moment où la constitution de ce casier devient essentielle. Alors là, je renvoie tous les grands curieux aux travaux de Laurence Bassière, qui nous manque beaucoup aujourd'hui, mais qui est la grande spécialiste de ce casier, dont j'ai aujourd'hui la charge et la lourde responsabilité d'assumer sa survivance. Mais le casier archéologique est en réalité un inventaire opérationnel. Alors, son intérêt, c'est qu'il est justement constitué par un trio, par le préfet de la Seine, par l'architecte Voyer et par l'historien. On pourrait croire à une mauvaise fable de La Fontaine, mais pas du tout. C'est ce qui va lui donner tout son intérêt. En fait, c'est un inventaire opérationnel, c'est-à-dire qu'on inscrit dans le casier des bâtiments artistiquement, archéologiquement intéressants, mais aussi des bâtiments qui pourraient être et ne devraient pouvoir être menacés par des opérations d'urbanisme, d'alignement, etc. Pouet va avoir un rôle important, bien que étrangement assez secondaire. Son premier rôle, ça va être d'assumer la teneur scientifique de cette opération en donnant des conseils de méthodologie, en connaissant aussi les fonds qui pouvaient être mobilisés, que ce soit à la bibliothèque ou dans d'autres centres d'archives. Il va s'impliquer dans les recherches et il va surtout avoir l'immense bonne idée de se dire que la photographie est le médium par excellence pour illustrer le casier artistique et archéologique. Petit à petit, en fait, bizarrement, l'écrit va devenir accessoire au casier. Ce qui compte dans le casier, c'est la prise de vue photographique. Et pour ça, au lieu, il va briser la tradition qui était celle de la commission du Vieux-Paris de faire appel au plus possible d'ouvriers photographes, et ça, c'est les travaux d'Olga qui nous l'ont fait découvrir avec le plus grand intérêt. Nous te sommes éternellement reconnaissants. L'idée, c'est de prendre un photographe qui va donc porter un regard homogène sur la ville et qui va répondre aux commandes précises de la commission du Vieux-Paris. Monsieur Lancio, rendez-vous, telle rue, telle adresse, prenez en photographie telle grille, tel balcon. Et là aussi, c'est les travaux d'Olga qui m'ont permis de comprendre aussi le travail de Lancio. Et donc, c'est un seul photographe qui va être crédité. Et ça, apparemment, ce serait de l'initiative de Pouet, puisque Pouet a fait travailler Lancio en 1914 à la BHVP pour la constitution d'une commande de photos. Voilà, donc c'est ce rapprochement aussi des personnes qui est très intéressant. Et alors, autre importance qui pourrait paraître insignifiante de la présence de Pouet, c'est qu'il va accueillir la commission du Vieux-Paris pour ces réunions qui ne sont plus mensuelles mais qui sont bimensuelles, puisque l'idée c'est de rapporter en séance des listes d'adresses qui sont préposées pour être inscrites au casier et qu'il faut que les membres puissent se prononcer. Et pour ça, on va se dire, les photographies c'est parfait, mais il faut que les membres puissent les admirer. Et donc, ces grandes plaques de verre en grand format qui sont difficilement transportables, on va les transformer en petites plaques de verre qui vont devenir des vues de projection. Et ces vues de projection peuvent être projetées à l'Institut d'histoire urbaine, puisque là, il y a le matériel. C'est bête, mais à l'hôtel de ville, on n'avait pas le projecteur, ni l'apparateur. Et en fait, Pouet, qui avait donné à la photographie toute son importance à la bibliothèque, va inviter la commission à venir profiter de ce médium dans son lieu. Alors après, c'est aussi bien entendu le jeu de réseau, on a commencé à en discuter. Pouet fait converger à travers lui toutes les sciences sociales, et là c'est aussi les travaux d'une autre historienne, Donatella Calabi, que je vous invite à regarder. Un réseau titanesque qui va petit à petit faire de cette grande opportunité qu'est le casier artistique et archéologique, faire vraiment de l'histoire tournée dans l'opérationnel, une espèce de recherche appliquée, quelque chose de très novateur pour l'époque, puisque l'idée c'est aussi de préparer l'application à Paris de la loi de 1919, la loi Cornudet, qui oblige toute ville de plus de 10 000 habitants à se doter d'un plan d'aménagement, d'embellissement, puisque nous sommes encore à un moment charnière de l'histoire de l'urbanisme, d'aménagement, d'embellissement et d'extension. Et donc toutes les communes vont devoir s'y préparer, et pour ça on se rend compte que cet aperçu historique et les
considérations techniques préliminaires de Bonnier vont donner un peu le là. Comment faire de l'urbanisme? Eh ben, il y a un volet historique de l'histoire de la ville, puis il y a des préconisations techniques pour l'avenir. Et je dois continuer. Alors c'est un moment absolument fabuleux et bizarrement, voilà, Marcel Poète claque la porte de la commission du Vieux-Paris en 1920, sachant qu'à cette époque, vous étiez nommé membre de la commission du Vieux-Paris à vie. Donc, démissionner, c'est à peu près le seul qui l'a fait jusqu'aux périodes contemporaines, et c'est très novateur. Alors, pour démissionner de la commission et de son rôle de secrétaire général, parce que c'est pas un membre qui disparaît, c'est le bras droit armé de la commission du Vieux-Paris, il écrit au préfet de la Seine et il explique très gentiment que ses nouvelles fonctions au sein de l'Institut d'histoire bibliothèque de la ville de Paris lui prend trop de temps, qu'il a beaucoup d'activités par ailleurs et qu'il souhaite quitter ses fonctions de secrétaire général en préconisant la nomination de son remplaçant, Élie de Bidour, qui restera secrétaire général de la commission du Vieux-Paris jusque dans les années 1950. Vous voyez, l'histoire se passe sur le temps long chez nous. Vas-y. Oui. Et puis je peux reprendre pour parler du coup des activités de Poète à partir de cette date. En fait, on voit qu'il s'intéresse de plus en plus effectivement à son institut, mais peut-être de moins en moins à la partie constitution des collections, puisque justement il est aussi nommé directeur d'études à l'école pratique des hautes études, où du coup il va être un des premiers à enseigner l'urbanisme. Donc en fait, il se tourne davantage vers une activité d'enseignement, de recherche aussi, puisqu'il publie de nombreux ouvrages dans les années 1920, mais il ne parviendra pas d'ailleurs à terminer son histoire des villes qu'il tente de mener en fait des origines jusqu'à la période contemporaine. Donc il est directeur d'études jusqu'en 1948. Il est alors assez âgé, puisqu'il décède, il me semble, en 1955. Donc, c'est une période tout de même où il se désintéresse, c'est l'impression que nous en avons, tout du moins à la bibliothèque historique, de la constitution des collections, puisqu'on voit que les projets qu'il avait lancés, notamment la collecte d'éphémères, que j'ai évoqué tout à l'heure, s'étiole. On voit que ces périodes sont moins riches dans nos collections. Voilà, on voit un certain éloignement finalement et une focalisation sur ces activités d'enseignement, ce qui va être un peu le point conclusif de cette intervention. Alors peut-être, avant de vous céder la parole pour des questions, on voulait tout de même faire un petit lien avec aujourd'hui et donc parler de l'héritage en fait de ce qui a été mis en place dans cette période 1871-1920 aujourd'hui. D'abord peut-être toi Pauline pour l'héritage. Alors quel héritage? Quel héritage déjà? Le bonheur d'être réunis, nous toutes, c'est-à-dire des jeunes chercheurs qui font vivre nos fonds, qui nous les font redécouvrir aussi. Le bonheur que la commission du Vieux-Paris, à travers moi, même si c'est un peu grossièrement dit, et la bibliothèque à travers toi, Claire, se retrouvent aujourd'hui pour parler de mémoire de la ville. C'est aussi la beauté de ces institutions et l'héritage, c'est l'extraordinaire longévité de ces institutions et de leur travail. Donc, quel héritage? L'héritage, c'est déjà une méthode de travail, que ce soit côté histoire de l'architecture, mais aussi histoire des Parisiens. C'est une méthode de travail, ce sont des outils de travail. Quand on a refermé le casier artistique et archéologique de la ville de Paris dans les années 1930, on a attendu les années 1960 pour que Michel Fleury et Jean-Pierre Bablon, eux aussi issus de l'EPHE, ouvrent un second casier, ce petit casier métallique que vous pouvez voir, qui, bien entendu, s'ouvre encore plus, et c'était pourtant déjà la beauté du casier de 1916, non pas sur un inventaire du bâti, mais sur un inventaire à l'échelle urbaine. L'idée, c'est d'inventorier les quartiers, les rues, et pas seulement les immeubles. La beauté et l'héritage de ces institutions, c'est aussi cet amour de la photographie du Vieux-Paris. La commission nous en a légué quelques 400 000 épreuves qu'on conserve avec amour au département d'histoire.
La beauté de ces reportages photographiques qui se poursuivent aujourd'hui encore grâce aux 2 photographes qui sont chez nous, c'est de pouvoir admirer un bâtiment, une rue, un quartier en 1917, en 1960, en 2024. Et ça, c'est un des plus beaux héritages. Le plus beau héritage aussi qu'on puisse faire à Marcel Pouette. Marcel Pouette qui avait théorisé l'idée de l'évolution créatrice de la ville, c'est-à-dire une sorte de darwinisme appliqué à la ville qui se renouvelle tout le temps, qui meurt par morceaux mais qui se préserve par mémoire. Et ça, je pense que c'est le plus bel héritage qu'on ait de ces institutions. C'est justement une évolution créatrice de conservation et de réinvention perpétuelle qu'on doit en grande partie au point de vue de Marcel Pouette. Oui, donc merci. Également en héritage, peut-être refaire le point sur le fait que cette bibliothèque elle a été constituée ex nihilo à partir de collections léguées. Elle consacre la mémoire urbaine, on l'a vu, et puis elle est assez caractéristique par les pièces vivantes, les éphémères, les actualités qu'on a présentées tout au long de l'intervention, mais aussi peut-être par progressivement sa médiation vers les publics. On l'a évoqué avec Marcel Pouette, le fait que dès le début des années 1900, il y ait des expositions qui sont organisées, des conférences, il y a même des accueils de classe. Et ça, pour une bibliothèque, c'est assez novateur, surtout à l'époque où elle était plutôt caractérisée comme une bibliothèque de recherche. Bon, c'est vrai qu'il y a l'essor des bibliothèques populaires en même temps, mais c'est quand même assez caractéristique. Et peut-être aussi, on peut citer le fait qu'à cette époque-là, la bibliothèque historique, elle est de plus en plus en lien avec les femmes, puisqu'elles sont partie prenante de la société Jules Cousin, et progressivement des équipes avec la première femme embauchée, qu'il s'agit de Claire Dufour. Et non, c'est pas son nom, mais en tout cas la première femme embauchée dans les années 1920. Voilà. Alors, et puis pour boucler la boucle vers aujourd'hui, donc on a vu que les différents projets qui ont été menés à partir des années 1900 ont conduit en fait à une expansion très importante des collections, face à laquelle les bâtiments alloués à la bibliothèque ont très vite été en fait saturés. Ce qui fait que l'hôtel Le Pelletier de Saint-Fargeau, dans lequel la bibliothèque avait emménagé en 1898, n'a plus été suffisant pour les besoins de l'établissement. Et donc, dès l'époque de Marcel Pouette, on envisage soit l'annexion d'autres bâtiments pour l'implantation des collections, et puis finalement un déménagement qui est projeté dès les années 1920, lorsque la ville de Paris fait l'acquisition de l'hôtel Lamoignon, qui est encore une fois voisin, hein, il est dans le pâté de maison tout à fait en face du musée Carnavalet. Et donc ça va prendre un certain temps et finalement ça se concrétise en 1969, le déménagement de la bibliothèque historique. Alors ce qui acte finalement la séparation définitive entre le musée Carnavalet et la bibliothèque historique, qui avait été réunie à un moment pendant les années 30. Mais voilà, du coup c'est toujours une histoire un peu chaotique entre les deux institutions, puisque à la fois sœurs, avec des thématiques tout à fait identiques et des chevauchements de collections, mais en même temps une certaine concurrence donc, qui s'est installée avec le temps sur ce sujet de l'histoire de Paris. Mais donc maintenant des institutions qui sont séparées par une rue, là où ce n'était pas le cas avant. Et donc je vous ai mis quelques exemples, dont une justement est issue du casier, la vue de l'hôtel Lamoignon qui se trouve en haut, et puis donc l'évolution de ces espaces et sa salle de lecture aujourd'hui. Voilà, donc il y aurait encore beaucoup à en dire, mais je crois que nous avons déjà parlé très longtemps, donc je vais vous céder la parole pour quelques questions.